Bonjour à tous, bienvenue pour ce 10e épisode des Listen & Talk. Mon nom est Gontran Mabetomoka, je suis le cofondateur de Listen. Listen, c'est le moteur de recherche dédié à la musique. Retrouvez tous vos sons, vidéos, news, places de concert sur www.listennetwork.com, tout attaché. Petit rappel du principe de l'émission. Pour ceux qui nous découvrent, Listen & Talk, c'est 30 minutes. Un expert de l'industrie musicale, quelques questions sur les nouveaux usages, les modèles économiques dans le business de la musique et surtout, beaucoup d'écoute. Pour la petite histoire, nous avions lancé les premiers Listen & Talk il y a 5 ans, en 2015. À l'époque, c'était de simples discussions à huis clos, avec une dizaine de personnes sur les attentes et les usages liés au contenu musical sur Internet. La seule règle était de lever la main pour parler. C'est tout bête, mais cette simple règle a réussi à instaurer une telle qualité d'écoute et d'échange que ces discussions ont profondément marqué notre philosophie et notre approche du service Listen. Aujourd'hui, plus besoin de lever la main, mais l'écoute reste le maître mot de ce podcast. J'ai donc le plaisir d'être à l'écoute de mon invité, Monsieur Martin Solveig, aujourd'hui. Bonjour Martin. Bonjour. Nous serons accompagnés de l'artiste Lise. Bonjour Lise. Salut. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, avant de rentrer dans le vif du sujet, Martin, peux-tu te présenter dans les grandes lignes, personnellement et professionnellement? Bien sûr. Alors, bonjour à tous. Je m'appelle Martin Solveig, j'ai 43 ans, bientôt 44. Je suis un artiste de musique, plutôt inscrit dans les courants des musiques électroniques depuis l'âge de 18-19 ans pour mes premières sorties de maxi et mon premier album à 22 ans. Donc ça fait à peu près un peu plus de 20 ans que je tourne ou que je tournais sur ce projet et autour de ce projet. J'ai réalisé 5 albums, beaucoup de singles. J'ai collaboré avec des artistes assez géniaux, aussi en qualité plutôt de producteur, writer, donc auteur. Et puis, je suis père de famille de 2 petites filles qui s'appellent Alma et Gaïa. Très, très riche parcours. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet avec, on va dire, un profil plutôt multicasquette, si tu me permets. Comment as-tu vécu cette crise liée au Covid-19 avec le confinement, les interdictions prolongées de concerts et de festivals en tant qu'artiste interprète et en tant que producteur? Comment ça s'est passé pour toi? D'abord, je formulerai pas la question au passé. Je dirais comment tu vis la crise du Covid-19 parce que je pense qu'on est dedans jusqu'au cou et que on va pas en sortir demain. Comment je la vis mal et bien. Je la vis mal parce que je suis dans ce monde, dans cette industrie, entouré de centaines de gens, d'artistes, de talents, de techniciens, de gens qui travaillent dans cette industrie et qui souffrent aujourd'hui. Bien à titre personnel, mais c'est pas très intéressant parce que finalement, en tout cas, c'est pas du tout le sujet. Je pense que justement, l'intérêt d'échanger, c'est plutôt de parler des autres. Moi, j'ai eu énormément de chance dans ma vie. J'ai connu beaucoup d'années autres que l'année 2020, ce qui m'a permis de faire plein de choses et de considérer cette période à durée indéterminée comme une pause de réflexion. Mais j'ai surtout évidemment une énorme pensée pour les gens de cette industrie qui vont être affectés à des niveaux très différents et pendant des durées différentes en fonction de la place qu'ils occupent dans cette industrie, parce que c'est une industrie très large comme tu le sais. Totalement, et ce que tu dis est vraiment aussi intéressant parce que ça permet de mettre de la perspective justement sur cette crise, comme tu l'as bien dit aussi, qui dure, enfin qui est là en tout cas, qui n'est pas terminée. Et donc, comment tu vois un peu les menaces et les opportunités pour l'ensemble des acteurs du live à l'heure d'aujourd'hui? C'est-à-dire que de ton regard, comment là, pas par rapport à ton activité, pas par rapport à toi en tant que tel, mais vraiment par rapport à la filière, comment tu vois un peu les menaces qui peuvent
créer peut-être voilà non seulement des suppressions d'emplois, mais peut-être tout simplement mettre un coup sur des nouveaux usages de consommation et sur des opportunités, peut-être une nouvelle façon d'établir un nouveau rapport avec la musique pour des artistes. Ouais, je pense que notre microcosme, qui n'est pas si micro que ça d'ailleurs, va peut-être être l'un des plus touchés par cette crise. Avec des conséquences différentes. Je suis quelqu'un de très optimiste. Il faut avoir en tête deux choses. La musique va reprendre, la musique vivante va reprendre, la fête et les sorties vont reprendre un jour, parce que ce sont des arts et des pratiques millénaires. Et donc, on sait que même si là, on prend tous un petit coup derrière la tête, finalement, à l'échelle de l'humanité, ça restera comme une parenthèse. C'est une parenthèse qui peut durer 1 an, comme elle peut durer 3 ans ou 4 ans, dans les scénarios les plus noirs. Donc, ça reprendra. Donc, de là, deux questions. Qu'est-ce qu'on fait pendant le temps d'attente et comment on sort. Bon, alors là, du coup, je me suis auto-posé deux questions, donc je me suis auto-tiré la balle dans le pied tout seul. Comment on sort? Je vais commencer, à la limite, je vais commencer par ça. Comment on sort? On sort différemment. On sort différent, en fait. Je pense que cette crise va changer un certain nombre de choses, redistribuer beaucoup de cartes, que ce soit pour la musique live, où est-ce qu'elle est jouée, pour combien de personnes, à quel moment de la journée, à l'intérieur, à l'extérieur, etc. Donc il y aura beaucoup de changements pour lesquels qu'il faudra sûrement accepter. Je pense qu'il y a une dimension qui a à avoir en tête, qui est la dimension impact sur la création. Il faut quand même avoir en tête qu'aujourd'hui, la musique vivante, c'est là souvent quand même l'expression en public d'un travail de création qui a été fait en amont. Et en ce moment, je trouve les artistes très affectés et pas très inspirés. Alors ça va sûrement, je pense, rebondir très fort quand les nouvelles vont commencer quand on va dire le ciel va s'éclaircir. Mais c'est vrai que si ça devait durer longtemps, ça pourrait aussi avoir des conséquences sur les styles de musique, l'écoute de musique, les lieux où on l'écoute, même à titre individuel. Par exemple, en ce moment, j'ai remarqué que les gens écoutaient beaucoup moins de musique nouvelle et beaucoup plus de classique. Il y a un côté naturel à vouloir quand je dis de classique, c'est pas de la musique classique. Je veux dire beaucoup plus de standards, on va dire qui peuvent être des standards de n'importe quel style, on va dire des années 50-60, voire même avant, jusqu'à la pop des dernières années. Mais c'est vrai qu'en ce moment, voilà, est-ce qu'il y a un besoin de se rassurer, un petit peu de nostalgie, un peu de mélancolie et une envie de se retrouver par le biais de la musique un peu 1 an ou 2 ans ou 10 ans en arrière, un peu comme une fixation freudienne. Je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, la période est difficile, elle est difficile. Et qu'est-ce qu'on fait pendant? Pour terminer, je ne sais pas. Ça dépend, c'est quelque chose de très individuel. Mais je pense que comme on est tous un peu des artistes, on a tous connu à un moment ou un autre le système D. Et il faut, pour faire le dos rond, faire le système D. Et je pense ne pas rester trop passif dans cette période parce que c'est plombant. Voilà. C'est intéressant ce que tu évoques. Après, en contre-pied de ton propos, on peut voir que pendant le confinement, il y a eu beaucoup de live stream. Ça s'est beaucoup développé notamment sur Instagram. Et
Et du coup, donc d'une certaine part, les artistes ont trouvé comme d'autres voies d'inspiration. Après, j'aimerais avoir un peu ton regard là-dessus parce que je crois que si je ne dis pas de bêtises, hier ou aujourd'hui matin, c'est la SACEM a signé un partenariat avec Twitch, notamment pour la rémunération des live streams. Donc du coup, ne penses-tu pas que voilà que ça fasse émerger une nouvelle façon de produire la musique et aussi de la consommer? Alors, le problème, c'est qu'on parle un peu de tout et de choses qui n'ont rien à voir, en fait, les unes avec les autres. Le live stream, à ma connaissance, c'est pas de la création. Le live stream, effectivement, ça peut être du concert. Et ça peut être une nouvelle forme de concert. Et en ce sens-là, tu as super raison et j'adore les choses qui fonctionnent. Donc, ça, c'est vrai que effectivement, ça marche. Moi, au début, j'ai répondu à ta question plutôt sur la musique vivante. Je considère pas qu'un live stream, ce soit de la musique vivante, mais j'ai peut-être tort, tu vois, sur ce point. Peut-être qu'effectivement, la nouvelle musique vivante, c'est de la musique que tu consommes devant un écran. Je suis pas du tout réfractaire à l'idée. Hein. Ah non, je n'avais pas d'avis, c'est intéressant justement. Oui, oui. Bon, moi, je trouve ça. En fait, je trouve que c'est une bonne illustration du système D dont je te parlais juste avant. C'est-à-dire qu'effectivement, si aujourd'hui tu as des artistes qui arrivent à se débrouiller pour partager leur musique, partager leur passion et dégager un petit peu de revenus avec l'aide de la SACEM via ce mode de diffusion, bah, c'est une très belle illustration de système D et j'en suis très heureux. D'accord. Donc, du coup, j'aimerais qu'on parle voilà de ton projet Alma Studio, qui a été lancé, si je ne m'abuse, juin-juillet 2020. Donc, on va dire il y a quelques mois, enfin même pas, il y a pas très longtemps, quoi. Il y a 2 mois, ouais, exactement. Donc, on est encore en pleine crise du coronavirus. Oui, Donc, alors en fait, le truc, c'est qu'effectivement, là, je vais prendre un peu les devants et je vais fermer la parenthèse. En fait, la création d'Alma Studio n'a absolument rien à voir avec le coronavirus. C'est un oui, projet que j'ai commencé en septembre 2019. Et qui est un projet de passion dont je vais vous parler, dont je vais te parler. Je sais pas si je te parle à toi ou si je parle à tout le monde en même temps. Je me sens bête parfois, mais c'est vrai que pour clore un petit peu quand même le débat sur l'histoire de la Covid. Moi, ce que je veux dire, c'est que, encore une fois, ça va revenir. Les choses vont retrouver dans un temps moyen, vont retrouver une forme de normalité, une nouvelle normalité. Et donc, voilà, je souhaite à tous, toutes et tous, beaucoup de courage et pour passer le cap et pour rester dans l'envie de la création et du partage de la création de musique, parce que c'est quand même bien sûr une passion avant tout et c'est quelque chose qu'on partage tous ici, je crois. Alors maintenant, si tu veux bien, je vais passer à Alma Studio, qui est donc un sujet beaucoup moins sombre, parce qu'effectivement, du coup, j'ai été très sombre. Je déteste être sombre, ça me saoule. C'est d'ailleurs pour ça qu'en ce moment, je ne parle pas. En fait, je pense que tu es à peu près le seul média sur lequel je me suis exprimé depuis que la crise a commencé. Alma Studio, c'est un projet qui est déconnecté de mon activité principale. Même s'il y a de la musique et que la partie musique m'intéresse dans Alma Studio, mais Alma Studio, c'est surtout un projet qui est né de mon expérience de papa et surtout de papa de ma grande fille qui n'a que 6 ans, mais qui pour moi est grande puisque j'en ai une deuxième de 1 an. Et en fait, avec ma grande fille, on a fait une sorte de chemin d'initiation à l'aventure et aux histoires pour enfants. Et elle a développé beaucoup d'intérêt pour l'audio. Même si on lit toujours 1 ou 2 histoires sur livre par jour, elle adore écouter des histoires audio. Et là, j'ai commencé à donc m'intéresser à tout ce qui existait, et il existe des milliards de choses en audio pour les enfants, notamment sur les podcasts, ce qu'on est en train de faire en ce moment. Mais j'ai eu
beaucoup de mal à trouver des choses qui m'excitaient, et j'en ai trouvé, bien sûr, et il existe notamment, je les cite toujours parce que je trouve que ils font du très bon travail, les podcasts enfance de Radio France sont en moyenne des très bons podcasts. Je citerai particulièrement les Odyssées et aussi les Tintins et un certain nombre d'autres choses. Mais d'abord, souvent, ça s'adresse à des enfants qui ont plutôt, on va dire, 6, 7, 8, 9 ans. Et ensuite, pour les plus petits, c'est moins évident et il y a un peu de tout et c'est pas toujours. Et puis surtout, ça prend beaucoup de temps de les sourcer, de les trouver. Ils sont sur des plateformes différentes et les enfants ne peuvent pas, comme ils peuvent aujourd'hui aller sur YouTube Kids ou sur Netflix ou sur machin pour regarder des contenus, même quand ils sont tout petits. En audio, c'est moins évident. Et du coup, j'ai eu envie de créer une application qui leur soit dédiée et qu'ils puissent utiliser en autonomie dès l'âge de 3 ans pour choisir des histoires audio, sans écran. Quand on appuie sur play de l'histoire, l'écran passe au noir, ce qui les aide à se distancier de la tablette, du téléphone ou du device sur lequel ils écoutent l'histoire, et pour leur offrir cette possibilité par un biais moderne qui est le biais de l'application. D'accord. Donc, c'est une application qui fonctionne sur tous les stores, qui est gratuite ou c'est sur abonnement C'est une application qui fonctionne sur quasiment tous les devices parce que je crois en ce moment, il y a des histoires qui me dépassent largement concernant UA et les systèmes d'exploitation, donc Android. Je crois qu'il y a une incompatibilité. Je ne sais pas si elle est temporaire de ça. Donc, je pense que sur UA, ça ne doit pas marcher. En revanche, sur tous les autres devices, ça fonctionne et c'est un système d'abonnement. Pourquoi ? Parce que c'est un environnement extrêmement sécurisé pour les enfants, qui a évidemment aucune publicité, qui a en face de ça énormément de talent que j'ai réussi à convaincre de participer à cette jolie aventure et que je pense qu'on propose des histoires qui ont été écrites pour les enfants par des auteurs jeunesse et interprétées par des comédiens toujours de grands talents et dont certains sont même très connus du grand public. Et donc, pour pouvoir offrir tout ça, tout en gardant un environnement très sécurisé, sans publicité pour les enfants, la logique de l'abonnement m'est apparue comme la bonne logique. D'accord, très clair. Donc, ça donne clairement une primauté à la voix aussi, ce projet. Et tu collabores notamment aussi avec Lise, si je ne dis pour la musique pour enfants. Et Tout à fait. j'aimerais avoir votre avis là-dessus, à toi, Lise, et aussi à Martin, sur comment vous voyez ce média audio, en tout cas de musique, par le biais de l'application, on va dire, comment vous voyez un peu l'impact que ça a pour les enfants et dans un monde où il y a beaucoup de, tu l'as bien dit, d'applications, beaucoup de supports d'informations, comment vous voyez un petit peu ce positionnement-là là, je parle vraiment de musique pour enfants. Alors, il y a de la musique pour enfants. Élise on est l'artiste presque de proue, effectivement, et elle a une énorme expertise dans le fait de faire de la musique pour les tout petits, ce qui était assez génial du coup pour notre collaboration. Mais je vais la laisser répondre à ta question. Moi, j'ai pas très bien compris ta question, mais de savoir le rôle du fait que ce soit une application pour le fait que ça touche les enfants. Je crois que j'ai pas très bien saisi ta question, mais en tout cas, ce que disait Martin, c'est très vrai, c'est que sa fille Alma, elle est très sensible à l'audio, mais c'est vrai de beaucoup d'enfants, et que depuis que l'application est en ligne, j'ai reçu pas mal de vidéos de petites filles qui dansent et des dessins, et donc par le retour des enfants, on sait que c'est une façon de les toucher, d'éveiller leur imaginaire et de les toucher qui fonctionne, qui n'est pas approuvé. Mais voilà, mais j'ai pas très bien compris ta question.
Non, ma question, elle était assez simple. C'est un peu de comprendre comment comment on va dire se positionne une artiste qui fait de la musique pour enfants. Là, c'est l'application n'est pas que liée à de la musique pour enfants, évidemment. C'est des histoires audio, mais c'était un peu voilà le fait que Lise, toi, tu sois, je sais pas si je peux dire partenaire ou en tout cas tu contribues aussi au projet pour sur ce segment-là. Comment voilà tu vois on va dire ce travail-là qui à mon avis doit diffère en tout cas de ce qu'on ferait pour une musique entre guillemets sur un public beaucoup plus large et pas que restreint sur de l'audio. C'est ça que je voulais dire. D'accord. Oui, ben c'est un bel endroit pour se faire entendre parce que comme disait Martin, c'est un lieu sécurisé, très beau, toutes les illustrations sont magnifiques. Moi personnellement, sur mon histoire qui s'appelle Lise et les animaux rigolos, c'est une illustratrice qui s'appelle Sophie J'avoue, Tucker. c'est rigolo, parenthèse fermée. Hein? J'ai dit, j'avoue, c'est rigolo. Oui, t'as vu? Et du coup, oui, c'est un petit écrin pour mettre c'est un petit écrin pour mettre ses chansons. Donc, oui, pour moi, c'est un lieu un peu privilégié. D'accord. Et du coup, quels sont vos, enfin là, je reviens à toi aussi, Martin, vos projets avec Alma Studio dans les mois à venir? Quelles sont les grandes étapes, aussi bien en termes d'application, donc on va dire, je sais pas si on peut dire que c'est une start-up, mais ça s'apparente un peu à ça. Ouais, on peut carrément le dire même. Je pense qu'on peut carrément le dire. C'est une start-up toute petite aujourd'hui. Écoute, en fait, on a beaucoup travaillé pour essayer de faire une application qui fonctionne bien, et les retours sur l'application sont très positifs aujourd'hui. Donc, ça nous permet de libérer du temps pour travailler sur ce qui m'intéresse le plus, c'est-à-dire le catalogue. Et aujourd'hui, il y a un peu plus de 100 histoires disponibles dans l'application. On en ajoute chaque semaine et on aura probablement dépassé les 200 à horizon de Noël. Donc là, on est en train vraiment de construire, je dirais, les fondations du catalogue d'Alma Studio. C'est vraiment une offre assez complète. Il y a des histoires dès 3 ans, il y a des histoires dès 5 ans, il y a des histoires dès 7 ans. Il y a des choses qui sont du domaine de la détente ou de la comédie pour s'amuser. Il y a des séries qui sont ludo-éducatives et qui ont une dimension pédagogique avec des thèmes abordés qui sont des thèmes très d'aujourd'hui comme l'écologie, mais toujours à hauteur d'enfant, toujours avec beaucoup de bienveillance et sans jugement. Et enfin, il y a une section qui me tient à cœur, qui est une section, il y a donc des comptines et de la musique. Faut pas que je l'oublie parce que c'est important, et en plus c'est non mais alors pour moi tout ça fait un tout. Et enfin, il y a je n'oublie pas non plus une série d'histoires relaxantes et d'aide à l'endormissement, qui sont plutôt des histoires pour les temps calmes ou pour des histoires du soir, pour aider les enfants à les accompagner vers les bras de Morphée. Intéressant. Utile. Comment? Oui, c'est très utile. C'est très utile. Et pour faire le pont un petit peu avec tes questions sur la musique, il y a de la musique dans quasiment toutes les histoires. Il n'y en a pas dans quasiment, il y en a dans toutes. Certaines, comme celle de Lise, sont des histoires musicales avec une forme un peu comptine et où la musique est prépondérante. Mais notamment quand on s'adresse aux plus petits enfants sur l'application, la musique est un biais très important pour j'ai envie de dire tout simplement, et les aider à accrocher un petit peu l'audio pour ensuite les emmener dans tous les bénéfices de l'audio que Lise a évoqués, comme développer son imaginaire, élargir son vocabulaire. Très souvent, les enfants, quand ils ont écouté une histoire, ils vont voir leurs parents, ils posent une question.
très très souvent, et c'est super intéressant. Ça c'est une preuve de plus. Je dirais que l'audio c'est vraiment quelque chose de magique. Moi je ne diabolise pas du tout les écrans. Je sais que les écrans font partie de notre vie, feront aussi partie de la vie des enfants, mais je sais aussi que aujourd'hui, dans notre monde occidentalisé, en France, pour prendre une étude très claire et très précise, les enfants très jeunes consomment trop d'écrans tous les jours, et que à l'inverse, à trop haute dose, c'est un peu comme tout, ça peut commencer à un peu leur nuire dans leur développement cognitif, sensoriel, vocabulaire, un certain nombre de choses. Et je dirais que c'est tout l'inverse avec l'audio, et c'est pour ça que quand j'ai eu cette inspiration, je me suis dit c'est aussi une inspiration qui fait beaucoup de sens pour les enfants des nouvelles générations. Non, bah, très intéressant. On s'approche de la fin de l'émission, et j'aimerais te poser une dernière question pour englober un peu le tout, et on va dire terminer sur une note positive. Quel est le conseil ultime que tu donnerais à une jeune ou un jeune artiste qui se lance aujourd'hui? Alors, tout d'abord, je lance un cri. Faites de la musique. Alors, je sais que c'est le cas, hein. Je sais que ça, bien sûr, plein de jeunes et de moins jeunes font de la musique, créent de la musique, etc. Mais je pense qu'il faut surtout pas que la période actuelle soit décourageante, etc. De toute façon, beaucoup des étapes de développement initial d'un projet de musique qui part de son début se font online. Donc, coup de bol, on n'est pas du tout embêté par la crise du Covid, puisque tout ce qui est online fonctionne aussi bien, si ce n'est mieux, qu'avant. Donc, on peut se lancer, il faut faire de la musique, il faut la proposer, il faut la partager. Le conseil que je donne, c'est toujours le même que celui que je donne depuis 20 ans. C'est la personnalité. En un mot. C'est-à-dire que il faut surtout pas avoir peur d'affirmer sa personnalité, son style, ses envies, ses choix. Souvent, c'est plus facile pour les plus jeunes, parce que les plus jeunes, naturellement, en général, ils ont des idées assez arrêtées. Et c'est d'ailleurs pour ça que souvent, il y a un souffle créatif entre l'âge de 14, 15 ans et 25 ans, parce que c'est un âge où on a des idées précises et on a envie de faire son truc. Faites votre truc. Voilà, faites votre truc un peu sans regarder, un peu sans regarder ce que fait le voisin. Voilà, et je vais même te dire, je vais la pousser. Voilà, j'en profite, j'ai le temps pour une fois. Je vais la pousser. C'est même vrai pour les milliers, les dizaines de milliers, peut-être les centaines de milliers de jeunes qui aujourd'hui me disent cette chose: je fais des sons. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, c'est sur un modèle urbain, musique urbaine. Ils font des beats avec souvent des instrumentations assez simples qui sont destinées à être proposées à des rappeurs ou des rappeuses ou des gens des musiques urbaines. C'est parce que c'est vrai que dans les autres styles de musique, ces pratiques se font moins. Et comme en ce moment, même si on va peut-être en sortir, on est quand même dans une période presque un peu, j'ai envie de dire, tout hip-hop. Du coup, ce truc s'est énormément développé, et j'ai envie de dire, si c'est votre style de musique, si c'est ce que vous aimez, etc., c'est génial, mais faites votre truc de toute façon. Les plus grands, les immenses, et je vais pas avoir peur de le citer, les Kanye West ou Drake, posent sur des choses qui sortent des sentiers battus, ne posent pas sur des trucs qu'on a déjà entendu 1000 fois, etc. Et je pense que voilà, il faut pas avoir peur de s'affirmer, d'affirmer des choix forts. Faites des choix forts. Voilà mon conseil. Bah, c'était les mots de la fin. Merci beaucoup, Martin. Merci à toi. Merci infiniment pour ton initiative et ton temps. Et merci beaucoup, Lise, de ton partage
d'expérience. Et merci. Moi, je veux profiter pour remercier Lise de sa participation à Alma Studio, comme tous les talents qui participent à cette aventure. C'est une aventure où on est parti de zéro et moi, j'avais au départ rien à montrer à personne et Lise, je dirais, a adhéré à l'idée et a créé, nous a offert à tous son talent et son temps un peu sans compter et un peu les yeux fermés. Et c'est aussi ça, être une artiste, c'est aussi prendre des risques et se lancer. Et donc, je la remercie très fort. Merci de ta confiance. Sur ces bons conseils, ce 10e épisode de Listen & Talk touche à sa fin. Merci également à nos auditrices et nos auditeurs. Nous espérons avoir décodé pour vous certains aspects des coulisses de cette industrie en période de crise du Covid et aussi d'avoir un retour d'expérience d'artistes par rapport à, d'une part, cette crise et aussi sur des projets qui se développent. Donc, n'hésitez pas à réagir, à nous apporter vos réflexions, vos remarques sur nos contenus et à nous suggérer des thèmes de discussion. Posez-nous vos questions sur les réseaux sociaux de Listen. Vous retrouverez cet épisode dès vendredi en streaming sur Deezer, Spotify, Apple Podcasts et Magellan. Bonne journée à tous, à bientôt et n'oubliez pas, pour qu'il y ait du son, il faut du silence. Pour qu'il y ait un échange, il faut de l'écoute.